Bonjour à tous. Cette vidéo correspond en fait à la présentation qui a été réalisée au JFMN 2017 à Nantes. Le sujet c'est critères d'interprétation réciste et persiste dans les tumeurs solides. Et je suis donc Julien Dubreuil et je travaille maintenant à Nantes. Tout de suite les grands principes de l'évaluation thérapeutique en cancérologie solide métastatique. On part toujours du point de vue du clinicien, en l'occurrence l'oncologue. L'oncologue, lorsqu'il introduit un traitement de type chimiothérapie, il va se demander à chaque visite, est-ce que mon traitement est efficace? Pour ça, il a 3 outils, la clinique, l'état général, les douleurs, etc. La biologie, les marqueurs, et enfin l'imagerie, le scanner TAP ou la TEP. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette question de l'efficacité du traitement, c'est la seule qu'il se pose. Et à chaque visite, il va se demander s'il continue ou pas son traitement, et globalement, le traitement sera poursuivi jusqu'à progression. Pour répondre à cette question de l'efficacité du traitement, l'imageur a besoin de 2 examens de référence. Le premier, c'est l'examen baseline, qui constitue le bilan de la maladie réalisé avant le traitement, avant la mise en place du traitement, et cet examen baseline servira de référence pour la réponse. Et puis, on a besoin également de l'examen NADIR, qui est en fait un examen de suivi, un des examens de suivi, qui correspond à l'examen pour lequel la meilleure réponse au traitement a été obtenue. Et en gros, ça correspond à l'examen où les lésions sont les plus petites sur le scanner, où les lésions ont un métabolisme très faible sur la TEP. Et cet examen NADIR permettra et sera défini comme une référence pour la progression. Un exemple tout de suite, voyez un scanner avec des lésions ganglionnaires et pulmonaires. On le revoit à 9 cycles avec cette fois-ci des lésions ganglionnaires et pulmonaires qui ont l'air plus petites que sur l'examen pré-traitement. L'examen pré-traitement correspond donc à l'examen baseline. Et dans ce cas-là, on aurait pu conclure à une réponse. Sauf qu'en fait, cette patiente a eu un examen à 3 cycles, et sur cet examen à 3 cycles, les lésions étaient beaucoup plus petites. Et en fait, cette patiente, elle est en fait en progression. C'est pour ça qu'il est absolument essentiel d'identifier le nadir, parce que sans ce nadir, on aurait pu faussement faire le diagnostic de réponse alors que cette patiente est en progression. Il est donc absolument essentiel, lorsqu'on évalue un patient en situation métastatique, de déterminer ces 2 examens, le premier étant l'examen baseline, qu'on détermine grâce à la date d'introduction du traitement, et le second étant l'examen nadir, pour lequel les masses tumorales sont les plus faibles. Et celui-là, il faudra le chercher par nos propres moyens. Maintenant qu'on a vu les grands critères d'interprétation avec baseline, l'examen baseline et l'examen nadir, venons-en aux critères morphologiques qui utilisent donc le TDM ou l'IRM. Le principal outil utilisé actuellement, c'est RECIST 1.1, qui est utilisé dans toutes les études de chimiothérapie. Ils ont été édités en 2008. Ils utilisent des lésions cibles. Ces lésions cibles, elles sont au nombre de 5. On les choisit nous-mêmes sur les examens scanners. Elles doivent être maximum 2 par organe. Elles peuvent être, ces lésions cibles, soit viscérales, à condition qu'elles fassent plus de 10 mm de grand axe, comme ceci, ou elles peuvent être ganglionnaires. Les ganglions sont considérés comme un organe. À ce moment-là, ces lésions pourront être choisies comme lésions cibles à condition qu'elles fassent plus de 15 mm de petit axe, le petit axe étant défini comme la perpendiculaire au grand axe. L'ensemble de ces lésions cibles seront ajoutées entre elles, ça nous donnera une somme des plus grands diamètres. Cette somme des plus grands diamètres sera en fait une estimation du volume tumoral, et c'est cette variation de la somme des plus grands diamètres que l'on suivra au cours du temps. Et cette variation de la somme des plus grands diamètres nous permettra de classer les patients en 4 catégories, soit une réponse complète,
si les lésions ont disparu, soit une réponse partielle si il existe une diminution de plus de 30% de la somme des plus grands diamètres, soit une progression s'il existe une augmentation de 20% de la somme des plus grands diamètres et une augmentation de 5 mm en valeur absolue. Dans la progression, on peut également avoir de nouvelles lésions. Et puis enfin la maladie stable, qui est un diagnostic d'exclusion, c'est-à-dire que la maladie stable, c'est s'il n'y a pas de réponse partielle, pas de progression, pas de réponse complète. La première chose, c'est que la réponse dissociée, ça n'existe pas, stricto sensu, dans le RECIST 1.1. Ce n'est pas une catégorie de patients. Et la deuxième chose, c'est qui dit lésion cible dit lésion non cible, et ces lésions non cibles, elles vont nous permettre essentiellement de faire le diagnostic de progression, à condition que l'augmentation des lésions non cibles soit indiscutable, et puis elles nous permettront aussi de faire le diagnostic de réponse complète si celles-ci ont disparu. Ces lésions non cibles, en fait, il en existe plusieurs catégories. On a dans cette catégorie soit les lésions non cibles mesurables, mais qui n'ont pas été choisies, parce qu'on en a déjà choisi 2, par exemple, dans ce foie. Et puis il y a aussi les lésions non mesurables, soit parce qu'elles sont trop petites pour être mesurées, soit parce qu'elles sont non évaluables. Et dans ces lésions non évaluables, qui sont donc des lésions que l'on ne pourra jamais quantifier, on a les épanchements, les épaississements pleuraux et abdominaux, les pathologies infiltratives diffuses type lymphangite carcinomateuse ou carcinose péritonéale diffuse. Carcinose péritonéale diffuse, j'entends par exemple le gâteau épiploïque. Et puis enfin, les lésions osseuses, ostéocondensantes, mixtes ou lithiques. Celles-ci ne pourront pas être mesurées simplement par scanner, à l'exception des lésions lithiques tissulaires, comme vous le voyez en bas à droite. Celles-ci pourront être choisies comme lésions cibles selon RECIST. En plus d'être non évaluables, ces lésions sont parfois aussi pas fiables pour le diagnostic de progression. Je vous déconseille fortement de diagnostiquer quelqu'un en progression sur le simple fait qu'il y ait une augmentation de l'épanchement pleural. De la même façon, pour la lymphangite carcinomateuse, faites très attention, il peut y avoir des phénomènes infectieux intercurrents qui miment une progression de la lymphangite. Et enfin, les lésions osseuses, surtout les lésions ostéocondensantes, ces lésions sous l'effet de la chimiothérapie peuvent augmenter, alors qu'en fait il s'agit d'une réponse, et dans ce cas-là, on peut donc avoir un aspect de fausse progression sur le scanner. Donc vraiment, avec toutes ces lésions non cibles, non évaluables, il faut être prudent. Et c'est là toutes les limites de RECIST. En plus de la variabilité de la reproductivité interobservateur, on va avoir certains types de lésions, par exemple les lésions de la prostate ou du sein, qui ont un tropisme osseux, et ce tropisme osseux fait qu'on va avoir du mal à les évaluer avec RECIST, parce qu'on aura du mal à mesurer la masse tumorale. De la même façon, les mésothéliums pleuraux, c'est très compliqué, puisque l'épaississement pleural reste difficile à évaluer. Et puis plus récemment, on a eu des problèmes avec les traitements, les thérapies ciblées, et aussi surtout les immunothérapies. Et à chaque fois que RECIST a des soucis pour évaluer les patients, que ce soit selon le type tumoral ou selon le traitement, et ben, la solution que l'on trouve, c'est de créer des nouveaux critères. Et c'est pour ça qu'on a tout un tas d'autres critères qui ont été sortis, que ce soit les critères du Prostate Clinic Working Group, ou les critères de Choi, ou les critères IRECIST. Ces critères ont été publiés récemment pour s'adapter aux problèmes de l'immunothérapie, et ont été publiés dans le Lancet Oncology très récemment. Alors vous le savez, l'immunothérapie, c'est la grosse révolution en cancérologie de ces 10 dernières années, avec des gains en survie globale sur tout un tas de tumeurs, le mélanome, le poumon, le rein. Je vous ai mis quelques exemples, mais il y a encore beaucoup d'essais en préparation. Ça représente la grosse innovation de ces 10 dernières années en cancérologie métastatique.
Mais ces immunothérapies, elles posent un gros problème, puisqu'il peut y avoir ce qu'on appelle des phénomènes de pseudo-progression initiale, avec une augmentation des lésions cibles avant une nouvelle diminution. Et puis, on peut avoir même l'apparition de nouvelles lésions avant une régression. Donc, surtout au début d'un traitement, on peut avoir ces phénomènes de maladie de pseudo-progression, de maladie progressive initiale, et IRECIST, donc ces nouveaux critères sortis en 2017 dans le Lancet Oncologie, reprennent ces phénomènes et introduisent le concept de maladie progressive initiale non confirmée, et il faudra suivre ensuite ces patients avec des scanners pour savoir s'il s'agit d'une pseudo-progression ou d'une vraie progression. À ce moment-là, les lésions auront tendance à augmenter par la suite. Ces immunothérapies, elles sont aussi responsables d'effets secondaires qu'il faut connaître, surtout en TEP, puisque vous voyez, ça peut créer des sarcoïdoses qu'il ne faudra pas confondre avec des progressions. Ça peut créer des hypophysites, des pancréatites, des colites. Tous ces phénomènes, il faut les connaître, il faut savoir les reconnaître. Il y a encore d'autres effets secondaires, des effets articulaires, etc. Je ne détaille pas, il y a plein d'articles dessus. J'en viens maintenant aux critères métaboliques. Donc, la TEP. On a tout d'abord historiquement les critères ORTC qui ont été publiés en 1999. Ces critères ORTC, ils utilisent donc comme outil pour quantifier l'intensité de fixation en TEP, le SUV-BSA, c'est-à-dire le SUV normalisé à la surface corporelle. Alors qu'est-ce que c'est que ça? En gros, ce qu'on utilise classiquement, c'est le SUV body weight, normalisé par le poids. Et dans le SUV-BSA, on remplace le poids par une formule permettant d'estimer la surface corporelle. Et cette SUV-BSA va être mesurée dans une ROI, et dans cette ROI, on prendra le SUV min, c'est-à-dire la moyenne dans cette ROI et non le max. ERTC définit 5 à 7 lésions cibles sans seuil particulier. A l'inverse, les critères persistent, donc publiés en 2009 dans le Journal of Nuclear Medicine, sont beaucoup plus rigoureux, on va le voir tout de suite. Tout d'abord, l'outil cette fois-ci pour quantifier l'intensité de fixation, ce sera le SUL, ou SUV Lean Body Mass, c'est-à-dire au lieu d'être normalisé au poids comme le SUV Body Weight, il est cette fois-ci normalisé à l'estimation de la masse maigre, Lean Body Mass, avec plusieurs formules disponibles, mais en voici une. Donc ce SUV Lean Body Mass sera mesuré dans une sphère d'1 cm3. Cette sphère d'1 cm3, on prendra le SUV Lean Body Mass moyen, ou le SUL moyen, c'est la même chose. Et le tout, c'est ce qu'on appelle le SULPIC. Et ce SULPIC, il sera mesuré spécifiquement dans une seule lésion cible. Cette lésion cible, elle sera choisie comme étant la lésion la plus hypermétabolique de tout l'examen, ce qui veut dire qu'elle peut changer entre deux examens. Et ce SULPIC sera placé, cette ROI de 1 cm3 sera placée au sein de la lésion pour obtenir le SULPIC le plus élevé. Cette lésion cible, on définit des seuils pour qu'elle soit mesurable. Elle devra faire plus d'1,5 cm de grand axe et son intensité de fixation devra être supérieure à 1,5 fois le bruit de fond hépatique. Persiste en plus d'introduire ces lésions cibles mesurables, etc., introduit des critères de comparabilité entre les examens au cours du suivi. Pour cela, il faudra que le SUL min du foie mesuré sur une région de 3 cm dans le foie droit devra être relativement stable d'un examen à l'autre. De la même façon, l'intervalle injection-acquisition devra être compris entre 50 et 70 minutes, avec là encore une rigueur entre les deux examens. La dose ne devra pas varier, et puis des choses plus classiques, le jeûne et la glycémie. Alors pourquoi il y a tant de contraintes dans les ERTC et surtout dans Persist?
Alors, tout d'abord, on utilise le SUV-BSA et le SUV Lean Body Mass parce qu'on s'est aperçu que le SUV Body Weight qu'on utilise actuellement est beaucoup plus impacté par le poids du patient. Le poids augmente, le SUV Body Weight augmente, ce qui n'est pas le cas de la SUV-BSA et de la SUV Lean Body Mass, comme vous pouvez le voir sur ces graphiques. Ensuite, on choisit le SUV Min plutôt que le SUV Max, parce que le SUV Min, en fait, est beaucoup plus reproductible si on réalise un examen à une semaine d'intervalle chez le même patient. Le SUV Min sera beaucoup plus stable que si on mesure le SUV Max. C'est pour ça qu'on préfère le SUV Min. Et c'est beaucoup moins impacté également par le bruit de fond environnant, ce qui n'est pas le cas du SUV Max. Persist se permet de choisir une seule lésion parce que on se rend compte que peut-être une seule lésion ça suffit. Vous voyez, il y a peu de différence. Si on mesure 5 lésions ou si on n'en mesure qu'une seule, et ben les courbes se superposent dans cette étude. Persist impose une lésion cible supérieure à 1,5 cm de grand axe pour s'affranchir de l'effet de volume partiel. Et puis enfin, le sulpic de la lésion cible dans Persist devrait être supérieur à 1,5 fois le bruit de fond hépatique, surtout pour avoir une lésion initiale suffisamment intensément hyperfixante pour pouvoir en suivre la décroissance. Une lésion peu fixante, on aura du mal à suivre sa décroissance, et donc du coup, Persist serait beaucoup moins fiable. Donc il faut une lésion initiale suffisamment intensément hyperfixante. Je vous ai mis un petit tableau comparatif entre ORTC et Persist. Globalement, l'esprit reste le même. Les outils ne sont pas forcément les mêmes, SUV BSA, SUV Lean Body Mass. Les pourcentages de décroissance pour classer les patients en réponse partielle ou en progression ne sont pas forcément exactement les mêmes, mais l'esprit reste le même. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que surtout une progression morphologique, même s'il n'y a pas d'augmentation de l'intensité de la fixation, une progression morphologique réciste correspond et doit être classée comme une progression persiste. Et puis, et c'est aussi le cas pour ORTC, finalement. Et puis surtout, dans ces critères, quels que soient les critères, ORTC ou Persist, le problème des lésions non cibles n'est pas traité, alors que c'est le cas dans Resist, comme on l'a vu. Alors en pratique, comment ça se passe? Voici un examen baseline et à 3 cures de chimiothérapie chez une femme de 57 ans, qui est adressée pour une récidive de cancer du sein avec métastase osseuse et hépatique. Alors vous le voyez sur l'examen baseline, on a des lésions osseuses et hépatiques, avec une réponse à 3 cures. Alors tout d'abord, en pratique, il faut s'assurer que les examens soient comparables. Alors pour cela, on regarde les critères de comparabilité de Persist, on regarde la méthode de réalisation, et puis on regarde si le bruit de fond hépatique est comparable. Donc on fait notre petite ROI de 3 cm sur le foie droit, on prend le sulmine, et on regarde s'il n'y a pas trop de différence. Dans ce cas-là, vous voyez, la différence est minime, et on est dans les seuils, on pourra donc comparer les deux examens. Une fois qu'on s'est assuré donc de la comparabilité des examens, on va mesurer le sulpic. Donc le sulpic de la lésion la plus intensément hyperfixante est initialement fémoral droit, avec un sulpic à 4,69. Et puis cette lésion fémorale droite répondant bien au traitement, la lésion la plus fixante devient donc hépatique, avec un sulpic à 3,12 après 3 cures. On a donc deux lésions différentes. Il faut bien s'assurer qu'initialement la lésion baseline mesure plus d'1,5 cm de grand axe, ce qui est le cas ici. Et puis il faut également s'assurer que la lésion initiale présente un sulpic supérieur à 1,5 fois le bruit de fond hépatique, ce qui était encore le cas ici, puisque le sulmine est de 1,6 sur le foie versus 4,69 au niveau du fémur droit. Et lorsque toutes ces conditions sont réunies, on fait notre petite règle de 3 pour mesurer la décroissance. Ici c'était 33%, on est donc sur une réponse partielle. Pour RTC, je ne me suis pas trop penché dessus, c'est assez flou, mais globalement, on prend le SUV-BSA des lésions. Tout le problème de RTC, c'est de savoir comment on fait notre ROI sur les lésions pour appliquer le SUV-MIN. Mais je l'ai fait chez cette patiente et on retrouvait en fait une réponse partielle également. Ces critères persistent et au RTC, ils ont des limites. Alors,
d'un point de vue personnel, je trouve, en pratique quotidienne, surtout, l'erreur à ne pas faire, c'est de vendre des progressions sur l'apparition de nouvelles lésions qui n'en sont pas. Donc il faut bien connaître tous les faux positifs. Le thymus, la sarcoïdose chez cette patiente qui a des lésions sous et sus-diaphragmatiques. La lésion sous-diaphragmatique disparaît, il y a une progression sus-diaphragmatique, mais en fait c'est une sarcoïdose. Ne pas vendre ici une progression. De la même façon, ici, radiochimiothérapie dans le cadre d'un œsophage. L'œsophage répond pas trop mal, mais il apparaît une lésion hépatique du segment 1, et en fait, c'est bien une lésion imputable à la radiothérapie. Ce n'est pas une progression néoplasique. Donc, surtout quand vous vendez une nouvelle lésion, il faut être certain de sa nature tumorale. Maintenant, je vais essayer de prendre un peu de recul sur tous ces critères qu'on a vus, RECIST et PERSIST. Alors initialement, ces critères, ils ont été développés notamment pour sélectionner les molécules intéressantes en phase 2. Une molécule qui montre un intérêt sur la taille lésionnelle peut passer en phase 3. En revanche, en phase 3, parfois, c'est pas parce qu'une lésion, une chimiothérapie a un effet sur la tumeur que ça se traduit en survie globale. Et lorsqu'on regarde en détail ces études de phase 3, avec par exemple ici des études qui sont poolées, on s'aperçoit qu'effectivement on identifie très bien ceux qui ont un mauvais pronostic, c'est-à-dire ceux qui sont en progression, ceux qui sont en progression à 12 semaines, que ce soit le sein, le poumon ou le cancer colorectal, ils vont avoir un pronostic très dégradé, une chance de survie moindre. En revanche, si on s'intéresse maintenant à la différence entre les patients qui sont en stabilité ou les patients qui sont en réponse partielle, stabilité en jaune, réponse partielle en bleu, on s'aperçoit que la différence est beaucoup plus ténue, surtout dans le cancer du sein, où finalement le pronostic est le même. Après, dans le cancer colorectal du poumon, c'est un peu mieux lorsqu'on est en réponse partielle qu'en stabilité, mais c'est pas non plus le jour et la nuit comme c'est le cas avec la progression. Donc, ces critères RECIST nous permettent de classer les patients et surtout les patients qui ont un mauvais pronostic, c'est-à-dire ceux qui sont en progression pour lesquels finalement le traitement sera changé. Entre les deux, stabilité et réponse partielle, par contre, c'est beaucoup plus difficile. Dans ce cas-là, on pourrait donc se demander si finalement les critères persistent, ce ne serait pas un peu mieux que RECIST, et on pourrait se demander si ça apporterait pas quelque chose pour mieux classifier et mieux stratifier les groupes pronostiques de patients. Alors, sur ce sujet-là, il n'y a pas énormément de littérature, voire même très peu dans la littérature internationale. Je vous montre ici donc une méta-analyse impressionnante à 149 patients. Dans cette méta-analyse qui compare RECIST et PERSIST, on se rend compte déjà que c'est assez peu concordant. Entre RECIST et PERSIST, le kappa est relativement modéré avec un kappa à 0,56. En particulier, si on regarde dans le détail, PERSIST permet surtout d'identifier plus de réponses complètes que RECIST, et elle est également plus sensible pour diagnostiquer les progressions. Et c'est vrai aussi dans les études, si on regarde le reste, effectivement, parfois PERSIST est plus performant pour faire des groupes pronostiques, surtout lorsque le type tumoral est difficilement accessible à RECIST. C'est le cas par exemple dans l'œsophage. Mesurer des lésions tumorales initiales sur l'œsophage, c'est très compliqué puisque ce ne sont pas des boules. Et puis pareil pour le sarcome d'Ewing. Donc là, dans ces types tumoraux compliqués, difficiles d'accès à RECIST, effectivement, PERSIST est probablement plus performant. PERSIST ou ERTC. Et puis, vous le savez, ça peut également apporter des informations pour l'évaluation précoce. C'est le cas notamment dans les lymphomes. Tous les lymphomes et la stratégie TET dans les lymphomes a été développée d'une parce que le scanner n'est pas efficace, et de deux, parce qu'elles permettent de faire une évaluation précoce avec désormais des véritables stratégies d'adaptation thérapeutique selon la chimiosensibilité. Si l'on regarde maintenant PERSIST versus ORTC, avec une méta-analyse cette fois-ci sur 348 patients,
On s'aperçoit que la différence entre persiste et ORTC est beaucoup plus faible, avec seulement 3,4% de discordance. C'est très faible, avec un kappa de 0,95, ce qui veut dire que qu'on utilise l'un ou l'autre, les patients seront classés de la même façon, selon les 4 grandes classes, réponse complète, réponse partielle, maladie stable ou progression. Ces critères, ils ont toutefois des inconvénients. Le premier, c'est que c'est très chronophage en pratique quotidienne, et on le sait très bien, très peu de gens le font, pour PERSIST, pour RTC, mais rassurez-vous, c'est la même chose pour les radiologues. Hein. Les radiologues, ils n'appliquent pas stricto sensu RECIST pour chaque patient qu'ils voient tous les jours. Et puis, l'applicabilité en routine clinique est parfois compliquée, du fait des critères très rigoureux, surtout pour PERSIST, avec dans cette étude seulement 25% 25% d'examens qui sont non comparables, c'est-à-dire 75% sont exploitables, et ça pose des problèmes, d'une en routine clinique, et de deux pour monter des études. En revanche, ils ont un énorme avantage, c'est que ça fournit un cadre, c'est-à-dire que tout le monde utilise les mêmes outils, et tout le monde classifie les patients de la même façon. Et c'est beaucoup plus reproductible de façon entre deux observateurs que l'analyse qualitative simple. Et ça, c'est absolument vital pour la technique. Ça veut dire que l'oncologue, s'il l'envoie à Dupont ou à Durand, et ben la réponse sera la même si on utilise les critères PERSIST ou RTC, ce qui n'est pas le cas si on utilise une analyse visuelle simple. Je vais finir avec un résumé pour vous dire que ce qu'on a vu depuis le début, c'est-à-dire que ces critères d'interprétation RECIST, PERSIST, etc., ce n'est pas la vraie vie. Tous ces critères ils ont été utilisés et montés pour les essais cliniques. Donc ça ne correspond pas à la vie quotidienne, il faut bien le savoir. En pratique quotidienne, parfois les choses sont plus compliquées. Hein. Ce qui représente pour nous une progression lente représente pour l'oncologue parfois un résultat. D'accord ? Donc il faut toujours être modéré. Et puis ces critères, ils nous permettent surtout au final d'utiliser le même langage, de s'asseoir à la même table avec les oncologues et de se comprendre. Et ça, c'est absolument essentiel. Et c'est pour cela que dans nos conclusions, il faut utiliser au maximum ces critères de réponse, c'est-à-dire d'utiliser la sémantique progression, maladie stable, réponse partielle ou réponse complète, quitte à les adapter un peu, progression lente, réponse quasi complète, mais d'utiliser cette sémantique pour se comprendre entre les oncologues et les imageurs, et essayer de bannir les conclusions de type augmentation de la SUV de 5,6 à 7 ou augmentation de la lésion de 6 à 10 mm. Ça, l'oncologue, il ne saura pas quoi en faire, et c'est absolument essentiel de ne plus répondre de cette façon. On va maintenant faire quelques QCM, donc je vous en propose un sur RECIST, avec une patiente de 55 ans traitée pour un cancer du sein, initialement, avec cette fois-ci une récidive, avec une lésion surrénalienne qui fait 14 mm, une lésion ganglionnaire iliaire droite qui fait 25 x 13 mm, et une lésion ostéolytique vertébrale qui fait 22 mm de grand axe, avec, après 3 cures, l'apparition de lésions ostéocondensantes, une lésion ganglionnaire iliaire droite qui a diminué, une lésion surrénalienne gauche qui a disparu, et l'apparition d'un épanchement pleural. Voici le QCM. Donc la lésion surrénalienne gauche peut être choisie comme lésion cible, sachant qu'elle mesure 14 mm de grand axe. La lésion ganglionnaire iliaire droite peut être choisie comme lésion cible, sachant qu'elle mesure 23 x 13 mm. La lésion osseuse vertébrale peut être choisie comme lésion cible, sachant qu'elle mesure 22 mm de grand axe, et la patiente est en réponse dissociée ou la patiente est en progression. Alors pour ce QCM, la bonne réponse c'est seulement le A, parce que la lésion surrénalienne gauche mesure 14 mm de grand axe, elle est donc supérieure à 10 mm, elle peut donc être choisie comme lésion cible, ce qui n'est pas le cas de la lésion ganglionnaire iliaire droite, puisqu'elle mesure 13 mm de petit axe, et c'est donc insuffisant pour être choisie comme lésion cible. Une lésion cible ganglionnaire devra faire plus de 15 mm de petit axe. La lésion osseuse vertébrale est lithique, mais elle n'est pas lithique et tissulaire. Elle ne peut pas être facilement mesurable.
je vous laisserai revoir dans les diapositives, mais elle ne peut pas être choisie comme lésion cible. Et puis réponse dissociée, ça n'existe pas, son nom réciste. Et puis la patiente est en progression, c'est non, puisqu'en fait, ici vous voyez l'apparition de lésions ostéocondensantes qui sont donc classées comme des lésions non cibles, non évaluables, et on l'a vu au début, ces lésions non cibles et non évaluables, parfois, elles peuvent progresser, et elles ne sont pas fiables, et il ne faut donc surtout pas en tenir compte. Ici, c'était une fausse progression. L'apparition de lésions ostéocondensantes ne signe pas du tout une progression, et c'est lié à ces lésions ostéocondensantes qui ne sont pas fiables. Vous voyez la TEP avant et la TEP à 3 cures, et vous voyez qu'en fait cette patiente était en réponse complète. La lésion, l'épanchement pleural gauche, là aussi ce n'est pas fiable. Il peut y avoir plein d'autres causes, notamment des causes cardiaques. Il ne faudra surtout pas classer les patients chez qui il apparaît un épanchement pleural automatiquement en progression. Le deuxième QCM avec cette fois-ci persiste-réciste, une patiente âgée de 69 ans qui a un adénocarcinome de l'ovaire sous traitement depuis 2015, avec une lésion initiale, la lésion la plus fixante est à 7,23, et puis ça c'était en avril 2015, et puis en septembre 2016, la SUV de la lésion la plus importante qui est ganglionnaire au niveau du... qui est une lésion de carcinose, pardon, dans le cul-de-sac de Douglas, la lésion est à 5,35. Alors, la patiente A est en réponse partielle selon persiste, B, la lésion hépatique est en réponse partielle selon réciste, C, il manque le nadir pour évaluer cette patiente, D, il faut vérifier les conditions de réalisation des examens avant d'appliquer persiste, et E, la sulpique et la sulmax dans une sphère de 1 cm3. Alors chez cette patiente, les réponses justes, c'est donc le C et le D. La réponse A est fausse, parce que vous allez voir, en fait, chez cette patiente, il manquait un examen pour pouvoir évaluer correctement cette patiente. La réponse B est fausse, parce qu'il ne s'agit pas d'une lésion hépatique, hein, c'est une lésion de carcinose avec du scalloping. La réponse C est juste, parce qu'en fait, chez cette patiente, il manquait le nadir, on va y revenir. La réponse D est juste, puisqu'il faut toujours, avant d'appliquer réciste, vérifier les conditions de réalisation, que les examens soient bien comparables, et la réponse E est fausse, puisque la sulpique et la sulmine dans une sphère de 1 cm3. Et chez cette patiente, en fait, vous voyez, on a une tête de avril 2015 et de septembre 2016, mais ce qu'on ne nous avait pas dit, c'est qu'en fait, cette patiente, elle avait eu des scanners entre-temps, et sur les scanners, eh ben, les lésions avaient quasiment totalement disparu, et en fait, la lésion pour laquelle on a l'impression qu'il reste quelque chose dans le cul-de-sac de Douglas est en fait une lésion qui progresse depuis un certain temps, et cette patiente est donc en progression. Voilà, donc toujours, pour évaluer une patiente ou un patient, avoir l'examen baseline et l'examen nadir, c'est absolument essentiel, quitte à mixer le type d'examen. Il n'est pas interdit de regarder un scanner pour, pour évaluer nos patients en TEP. Voilà, j'en ai fini. Et je vous remercie pour votre attention. Je voulais remercier par la même Florent Cachin, Lina Beriolo et Andreas Congetti avec qui on a fait cette session. Je vous ai mis mon mail, si vous avez des questions, si vous avez des remarques pour améliorer le topo, ou si vous avez vu des conneries. Et voilà, je vous dis à bientôt.